Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va parler de Marine Le Pen qui semble avoir intégré sa succession. Le plan B a-t-il détrôné le plan A? On évoquera aussi votre ligne sur les hausses d'impôts ou vos propositions contre le narcotrafic. Mais d'abord, à l'occasion d'une visite de Volodymyr Zelensky à Paris hier, Emmanuel Macron a confirmé que l'Ukraine allait acheter jusqu'à 100 Rafales, ces avions de chasse conçus par Dassault Aviation. Un choix et un message clair pour le président. Depuis le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair, celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Est-ce qu'en tant que patriote, Sébastien Chenu, vous vous en félicitez ou comme vous vous êtes opposé à la livraison d'armes à l'Ukraine, vous dites ça va trop loin? Non mais c'est d'abord un mirage. Plus qu'un rafale quelque part. Ouais, en réalité, c'est une opération de communication d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que quand on regarde, et on pourrait se réjouir que la société Dassault, et d'ailleurs on peut s'en réjouir à travers le monde, la société Dassault marque des points et vend un certain nombre de matériaux de guerre de façon très importante. Mais c'est impossible à payer, c'est impossible à fabriquer. Impossible à fabriquer. D'abord, la société Dassault le dit elle-même, elle ne peut pas fabriquer, livrer cela avant une grosse dizaine d'années. Donc de toute façon, c'est pas pour demain. C'est une lettre d'intention. Vous l'avez bien vu, c'est pas un accord, c'est pas une, c'est pas. Oui, c'est pas une vente définitive. Voilà, mais donc vous vous en réjouissez pas. Vous ne dites pas un contrat de centaines de milliards d'euros, c'est une bonne chose pour la France, pour les industriels français. Je viens au point le plus difficile. C'est une lettre d'intention. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les premiers. La Suède a déjà eu une lettre d'intention pour l'achat de chars. Mais surtout, je vous disais, qui va payer? Oui, c'est évidemment pas l'Ukraine qui va payer. Parce que Volodymyr Zelensky suggère d'utiliser les avoirs russes gelés. Vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, mais ça patine. Vous avez bien vu que ça marche pas, l'utilisation des avoirs russes. L'Ukraine a besoin de 100 milliards d'euros par an pour visiblement s'armer, en tous les cas continuer à mener, à tenir le front, on va dire. Donc l'Ukraine n'a pas les moyens, elle, de payer cet achat. Donc, qui va payer? La France va quand même pas payer ses propres matériaux pour les livrer à l'Ukraine. De toute façon, nous avons aussi un programme de défense à respecter. Nous sommes totalement exsangues. Ça marche pas, visiblement. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Attends, et je viens à autre chose. Les États-Unis n'ont pas envie de payer, on voit bien, ils sont plutôt aujourd'hui la pédale sur le frein sur la pédale plutôt, l'inverse. Et donc se pose cette question de qui va payer, mais surtout on est en train de voir aussi que l'Ukraine est confrontée à des problèmes évidemment de corruption très importants qui les rattrapent. Donc moi je pense que derrière il y a quand même beaucoup de communication. On n'est pas du tout sûr à la fin que quelqu'un paye ces rafales. Et je pense que c'est bien aventureux d'Emmanuel Macron d'annoncer ça. Mais est-ce que vous ne soutenez pas l'Ukraine que dans les mots? Parce que vous ne votez pas les mesures d'aide à Kiev, les sanctions contre la Russie. Est-ce que vous n'êtes pas incohérent sur ce plan? Non, on a voté les mesures d'aide à l'Ukraine. Non, on a toujours voté, on a toujours eu la même logique. Vous n'avez pas voté la résolution en mars dernier au Parlement sur le soutien à l'Ukraine. Au Parlement européen, Jordan Bardella n'a pas voté non plus en juillet dernier une résolution de soutien. Dans la même logique, c'est-à-dire ce qui ne permet pas une escalade du conflit. Donc nous, on est toujours dans la même logique et je pense que cette logique, elle va revenir et elle doit revenir très fort. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même, il faudra bien qu'à la fin, il y ait des gens qui parlent, je dis des gens des pays en réalité, qui parlent à la Russie, qui parlent à l'Ukraine pour être des voies de connexion entre deux et venir à une table des négociations. Ça ne pourra se terminer que comme ça. Et je pense qu'il y a des pays, je pense à l'Inde par exemple, qui peuvent faire œuvre utile. Sébastien Chenu, qui a dit il y a 10 ans à propos du Rafale, c'est un cadavre qui ne se vend plus? Oui, non, mais je connais, mais c'était... C'est Marine Le Pen. Mais c'était... Petite erreur de jugement. C'était probablement sorti de son contexte. Et il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Il y a 10 ans, l'état du marché n'était pas du tout le même. Et le Rafale ne se vendait pas. Vous avez raison, mais donc ça veut dire que si vous aviez été ça veut dire que si vous aviez été au pouvoir, le Rafale, aujourd'hui, n'existerait plus. Parce que Marine Le Pen, à l'époque, remettait en cause les investissements de l'État dans le Rafale. Donc le RN au pouvoir, on n'aurait plus ce fleuron français? Non, il faut bien voir qu'on est sur des sujets qui sont très mouvants, qui bougent beaucoup et qui bouge rapidement. C'est-à-dire que l'industrie de l'armement bouge plus lentement que la géopolitique. Donc par conséquent, il faut pouvoir s'adapter. Marine Le Pen, lorsqu'elle dit ça, elle a raison. À l'époque, ça ne se vendait pas. Enfin, c'est un cadavre qui revit bien depuis quand même. Aujourd'hui, ça fonctionne pour l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui veut acheter ça. Parce que diriger, c'est avoir une vision aussi. En 2016, quelques années plus tard, on vendait des Rafales Marine Le Pen a cette vision aux Émirats, à l'Inde. Je vous rappelle qu'elle était la première à dire en France la nécessité de se réarmer, de développer un plan important de réarmement pour le pays. Alors
alors qu'on a pris du retard, alors que la France a pris du retard pendant des années. Donc la vision pour le pays, elle l'a eu. Moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, on est face à un pays, l'Ukraine, qui n'a pas les moyens lui-même financiers de tenir cette promesse, qu'on est face à un président de la République, Emmanuel Macron, qui fait de la com et qui n'a pas les moyens de tenir cette promesse, et qu'à la fin, dans quelques temps, on se reverra peut-être et on dira, finalement, ça n'a jamais été acheté, ça n'a jamais été livré. L'examen du budget se poursuit à l'Assemblée nationale et on a du mal à comprendre quelle est votre stratégie. Vous avez martelé sur tous les plateaux pendant des semaines qu'avec le RN, il y aurait 0 hausse d'impôts. Finalement, vous avez voté tout un tas de taxes et c'est le député macroniste Paul Midi qui vous interpelle là-dessus à l'Assemblée nationale. Vos députés, vous avez voté des taxes qui écrasent nos entreprises à plus de 30 milliards d'euros. Donc le sujet, ça n'est pas un sujet de plaisir, c'est un sujet de compétence. Faites en sorte que vos députés écrivent des amendements et proposent des lois qui soient compatibles avec notre droit. Que répondez-vous aux macronistes qui disent que le parti qui écrase les entreprises? Bon, je dirais à ce député macroniste qu'il devrait faire œuvre d'humilité et de modestie. Quand on voit l'état dans lequel ils ont mis le pays, sincèrement, quand on les entend, on a l'impression qu'ils sont jamais responsables de rien. Enfin, ils nous livrent un pays exsangue en matière de finances publiques. Donc la première des choses, ce serait pas donner de leçons. Vous n'avez pas fait un gros virage sur l'aile vous-même sur les Deuxième chose, on a le sentiment quand on est de l'extérieur que l'Assemblée nationale ne vote que des taxes. Forcément, on est dans la partie recettes, c'est-à-dire parce que le budget, ça se fait en deux parties, les recettes et les dépenses, et qu'à partir du moment où on vote la partie recettes, on vote donc des impôts. Oui, mais vous aviez dit que vous alliez épargner les entreprises et les plus riches, et finalement, il y a 30 milliards de hausse de taxes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas notre budget, c'est pas le budget qu'on présenterait si on était aux affaires, c'est donc d'amortir, d'affaiblir, de rendre plus juste un budget qui est totalement déséquilibré et qui fait peser une charge d'impôt de près de 20 milliards, de 18 milliards, on va dire, sur les ménages français. Donc nous, on veut rééquilibrer les choses. Rééquilibrer, oui, mais pardon, juste rééquilibrer, est-ce que ça signifie écrire des amendements qui sont pas compatibles avec notre droit? C'est ce que vous dit les macronistes. Sébastien Lecornu, d'ailleurs, veut saisir le Conseil d'État de certaines mesures parce qu'il trouve que c'est allé trop loin. Par exemple, la taxe sur les multinationales que vous avez votée avec la France insoumise. Beaucoup disent qu'elle est inconstitutionnelle et inapplicable. Alors, vous assumez d'avoir voté une telle taxe? Mais ce n'est pas une taxe sur les multinationales, c'est en fait une mesure antifraude. C'est pas une taxe. Ça, c'est une mesure qui vise à faire en sorte que les entreprises internationales qui bénéficient d'un certain nombre d'infrastructures dans notre pays payent des impôts en France. Ça, c'est pas une taxe. Mais elle pourrait s'appliquer, elle n'est pas inconstitutionnelle. Alors, vous la présentez. Moi, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les possibilités qu'on avait lorsque un Premier ministre ou un ministre nous dit « Ah, mais attention, tout ça va tomber sous le couperet du droit européen ». Mais on a des possibilités. Si c'est ambigu, on peut passer ce qu'on appelle un accord interprétatif avec l'Union européenne. On peut renégocier des conventions fiscales. Ça se fait et ça s'est déjà fait. Il y a un mécanisme. On peut préparer des lois pour justement aligner ça. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de dire qu'on ne peut rien faire. Et je reviens sur l'équilibre des équilibres, impôts, taxes, etc. Hier, par exemple, on a demandé qu'il y ait 50 millions pris sur 4 milliards sur le photovoltaïque. C'est un lobby. Le lobby du photovoltaïque, c'est grosso modo, c'est des panneaux chinois qui sont là. Qui a refusé tout ça? Ça, c'est de la fiscalité juste. Nous, on demande, vous disiez tout à l'heure, je suis patriote. Oui, on demande une fiscalité qui soit juste. C'est la seule chose qui nous anime. C'est-à-dire que quand on tue un impôt, on a tué l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien je pense qu'il faut le dire aussi. Question retraite. Jordan Bardella a annoncé dimanche que le RN votera quoi qu'il arrive contre le projet de budget, même donc contre le budget de la sécurité sociale qui suspend la réforme des retraites. Donc ça voudrait dire que tout ce que vous avez voté ces derniers jours, notamment la suspension de la réforme des retraites, ça n'a servi à rien. En fait, c'est un jeu de rôle. Non, mais quand on est dans l'opposition, on vote contre le budget. Toutes les oppositions dans toutes les collectivités votent contre le budget. Je suis conseiller régional, je vote contre le budget. Le budget, c'est la traduction en chiffres d'une politique. On va pas voter le budget de la Macronie parce que là-dedans, il y a des choses qu'on a pu faire bouger. Moi, je suis très heureux que le Rassemblement national ait pu faire bouger des lignes. Quand on a pu faire bouger les lignes sur la désindexation des retraites, quand on a pu faire... À quoi ça sert de faire voter des amendements? Est-ce que vous n'êtes pas dans des postures? À quoi ça sert de faire voter des amendements pour la suspension de la réforme des retraites et de pas voter à la fin? À quoi ça sert? Mais parce qu'il y a d'autres choses dans ce budget.
budget qui sont éminemment toxiques. Mais pourquoi vous avez voté cet amendement alors, si vous saviez qu'à la fin vous ne voteriez pas le budget? Ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, on fait plus notre boulot. On vote plus rien, on rentre chez nous. Et d'ailleurs, c'est ce que la Macronie espérait, parce qu'ils ont saboté l'exercice budgétaire. Un budget, ce sont un certain nombre d'éléments, et à la fin, vous votez l'ensemble. Sur ces éléments, vous pouvez les faire bouger, évoluer, mais à la fin, vous devez voter l'ensemble. Et cet ensemble sera globalement insatisfaisant. Sur les retraites, d'ailleurs, c'est un décalage. Faut pas que les Français imaginent qu'il n'y a plus de réforme des retraites façon Macron. Il y a cette réforme des retraites façon Macron, qui de toute façon s'appliquera pour la génération qui est concernée à partir de 1900. C'est celle qui est concernée par le décalage, c'est 64 à 68. Donc pour les autres, ça s'appliquera. Et c'est pas très lisible pour le grand public, Sébastien Chenu. Non, parce que c'est aussi ça ce qu'a fait le gouvernement. Il a rendu les choses totalement illisibles. Il fait en sorte que à l'Assemblée nationale, on ait le sentiment qu'il n'y ait que des votes de taxes pour qu'à la fin. Et vous aviez dit zéro hausse d'impôt et finalement vous votez des taxes. Non, c'était là-dessus qu'on vous interrogeait. Non, on n'a pas voté d'hausse d'impôt. On a rééquilibré une fiscalité plus juste au bénéfice des Français qui, avec nous, paieraient moins d'impôts. Je crois que vous aimez la culture. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma ? Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que dans le cadre de ce projet budget 2026, le Rassemblement national a déposé un amendement pour supprimer le financement du CNC, le Centre national du cinéma. Alors, le tort de ce CNC, selon l'exposé de vos motifs, le fait de financer des projets souvent idéologiquement orientés. L'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, dit le RN. Donc, vous ne voulez plus financer le cinéma parce que c'est de la propagande ? Non, pas du tout. Il y a d'autres façons, d'ailleurs, de financer le cinéma. Vous le savez très bien, il y a des grands groupes que vous connaissez qui finance, je pense à Canal+, qui est le premier financeur du cinéma français. Donc vous voyez, le cinéma français, il est financé. Pourquoi vous leur retirez ces financements-là ? Parce qu'il y avait un effort à faire et que mais c'est l'argent des Français, c'est pas de l'argent public. Hein. C'est une contribution sur le prix des billets que payent les Français. Mais parce que nous pensons qu'effectivement, il y a des efforts à faire de tous les côtés et qu'on peut de toute façon, le CNC n'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est pas une entreprise d'ailleurs, n'est pas une structure en difficulté en tant que. Donc pour vous, il y aurait les bons films et les films gauchistes, pour reprendre les mots de votre député Mathias Renaud ? Non, mais ça, c'est une appréciation personnel. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Un film sans spectateurs devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Mais vous savez bien qu'on ne peut jamais savoir. L'art, c'est une prise de risque et le cinéma aussi. C'est vrai que l'art est une prise de risque. Avec vous, il y aurait les bons films validés par le pouvoir officiel et les films gauchistes. Non, mais pas du tout. On n'est pas des censeurs. Mais moi, je suis contre la culture du guichet. C'est-à-dire l'idée que les structures se transforment en guichet à subvention. Vous avez un projet, vous venez juste demander une subvention, c'est-à-dire que vous utilisez les structures comme des guichets, des pompes à fric. Ça, je trouve que c'est pernicieux, voyez-vous. Je pense qu'à un moment, une structure, une œuvre doit rencontrer son public, évidemment, mais une œuvre doit aussi s'évaluer sur sa capacité à se financer de diverses façons et pas uniquement utiliser l'argent public comme un guichet. Donc le RN au pouvoir, plus de financement du CNC sur le prix des billets. Pas du tout, vous dites n'importe quoi. En un mot, le compte à rebours est enclenché d'ici dimanche minuit pour le vote du budget. Les écologistes et les macronistes annoncent qu'ils sont prêts à retirer des amendements pour rentrer dans les temps. Est-ce que les lepénistes le sont aussi ? On a déjà mis en place le nombre d'amendements minimal. Je vous rappelle. Projet de loi de finances 2017, quand Emmanuel Macron arrive, il y avait 480 amendements. Cette année, il y en a 6000. Oui. Qui les a mis en premier ? C'est le bloc gouvernemental, c'est Horizon, c'est Renaissance, c'est tous ces gens-là qui amendent leur propre budget. Donc c'est eux qui en fait sabotent le débat budgétaire. Non, on est ceux qui on a une cible. Vous avez retiré, mais pas tous. Non, nous avons déposé, nous sommes ceux qui avons respecté ce qu'on appelle la cible, c'est-à-dire qui avons déposé le moins d'amendements possible pour ne pas faire d'obstruction parlementaire. On peut aussi totalement se taire. Enfin, il se trouve qu'on a été élu sur un programme, sur des propositions qu'on veut porter. Et on est bien content d'avoir trouvé les députés du Rassemblement national pour empêcher le gel des pensions, par exemple. Dans un instant, vos propositions sur le narcotrafic, comment lutter contre ce fléau. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Les négociations ont été sensibles, mais le Conseil de sécurité de l'ONU a bien validé le plan de paix du président Donald Trump la nuit dernière. Un plan qui prévoit le déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza. La France contribuera d'une manière ou d'une autre, déclare ce matin le ministre des Affaires étrangères. Le président de l'association des maires de France, David Lisnard, estime qu'il s'agit d'une réunion d'affichage. Emmanuel Macron convoque plusieurs ministres pour une réunion sur le narcotrafic. Elle se tient notamment après la mort à Marseille de Mehdi
Kessassi. Les obsèques se déroulent cet après-midi. Il est le frère du militant Amin Kessassi engagé contre le trafic de drogue. Le procureur n'exclut pas un assassinat d'avertissement. Après un léger tassement en 2023, les prescriptions et la consommation d'antibiotiques ont nettement rebondi. L'année dernière, la France s'éloigne de ses objectifs et reste un mauvais élève en Europe, deuxième plus gros consommateur derrière la Grèce. Et puis le coup de froid s'intensifie, moins 7 degrés dans la Marne ce matin, quasiment moins 5 en banlieue parisienne. Vous avez peut-être observé les premières gelées, elles arrivent tardivement, précise Météo France. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député du Nord, on parle du narcotrafic. Plusieurs faits divers récemment qui ont endeuillé la France. Vous venez de l'entendre dans l'information en une minute. Emmanuel Macron convoque à 10h une réunion à l'Elysée pour faire un point sur la situation de la mise en œuvre de la loi de narcotrafic et sa montée en puissance. Sont présents notamment le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le procureur de Marseille. Les obsèques de Mehdi Kessassi seront aujourd'hui à Marseille. Une marche blanche aura lieu ce week-end. Vous dites souvent que la France doit, je vous cite, reprendre le contrôle. Concrètement, comment le RN reprend le contrôle dans une ville où un frère de militant anti-drogue se fait abattre en plein jour? D'abord, avoir une pensée pour la famille de ce jeune militant, la famille de ce jeune homme qui est le frère d'un des militants que vous évoquez. Un de ce militant a d'ailleurs été notre adversaire aux législatives. Et je veux dire que notre députée Gisèle Lelouis, députée de Marseille, a de l'estime pour le travail mené contre le narcotrafic par ce jeune homme, je tiens à le dire. Il avait perdu de 800 voix. De peu. Que de retard Emmanuel Macron aura-t-il fait prendre à notre pays? Que ce soit sur les finances, mais que ce soit sur la sécurité, en particulier sur le narcotrafic. Emmanuel Macron ouvre les yeux 8 ans après avoir accédé au pouvoir. Il découvre qu'il y a un problème de narcotrafic. Vous avez voté la loi sur le narcotrafic? Oui, mais bien sûr, parce qu'on vote ce qui va dans le bon sens et ce qui peut aider. Une loi portée par le gouvernement, donc qui va mettre en place un parquet national anticriminalité organisé, un statut de repenti, donc ça veut dire qu'il n'a pas rien fait. Ça a solutionné les choses? Non, ça ne les a pas solutionnées. C'est pas encore totalement entré en vigueur. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, en réalité, a toujours un temps de retard. Nous considérons, et pas que nous d'ailleurs, les Français disent qu'ils vont se déterminer, notamment sur les municipales, en fonction de la capacité qu'auront les candidats à lutter contre le trafic de drogue. Moi, je salue Franck Alizio, notre candidat à Marseille, qui a demandé, avec Marine Le Pen, je vous le rappelle, il y a des années, l'état d'urgence à Marseille, parce qu'on a bien compris que c'était une plaque tournante européenne du trafic de drogue et de la violence liée au narcotrafic. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas simple. Évidemment, moi je ne dis pas que c'est simple. D'abord, le contrôle des frontières. Ça fait des années qu'on demande qu'on contrôle les frontières. La drogue n'arrive pas de la planète Mars. La drogue arrive évidemment dans les ports en particulier, que ce soit à Marseille ou au Havre en particulier. Le contrôle aux frontières n'est pas suffisamment fait. Taper le consommateur. Je veux bien qu'on détourne le regard, qu'on ne veuille pas regarder ça, mais celui qui achète de la drogue, quelle que soit la drogue, participe à ce narcotrafic. Un consommateur de cannabis, par exemple, quelle devrait être la sanction? Eh bien, je pense qu'on devrait évidemment le taper beaucoup plus fortement financièrement, mais aussi lui infliger une peine de travaux d'intérêt général, parce que quand vous aurez pour consommation du cannabis? Oui, absolument. Quand vous aurez le cadre, le journaliste, le politique, que sais-je, qui fume son joint, qui ira rendre compte devant un tribunal, qui passera une demi-journée et qui se prendra 8 jours de travail d'intérêt général pour qu'il cramera ses RTT, croyez-moi que ça lui fera peut-être réfléchir. Il faut s'attaquer aux consommateurs. Il faut responsabiliser aussi les familles qu'on a identifiées. Une famille de trafiquants de drogue n'a pas à être hébergée dans un logement social payé avec l'argent des Français. Vous promettez la fermeté, mais on parle aussi de prévention, d'association de terrain dans votre politique. Où placez-vous des figures, justement, comme Amin Kessassi, qui avec son association Conscience se bat depuis des années, non pas pour la prévention, non pas pour la répression, pardon, mais pour la prévention. Oui, mais c'est un des maillons. Moi, je crois que l'aspect sanitaire, la prévention, la santé, ça fait partie du maillon. Mais l'aspect de la répression, l'aspect du contrôle des frontières, il est fondamental. Regardez, moi, je pense que, par exemple, les polices municipales, c'est un des maillons. Aujourd'hui, la police municipale, il faudrait élargir ses compétences parce qu'elle ne peut pas mettre d'amende à quelqu'un qu'elle prend sur le fait en train de consommer de la drogue. La police municipale, il faut des polices municipales partout dans les villes de plus de 10 000 habitants, disons. Il faut des polices municipales armées. La gauche, moi, je le vois dans ma circonscription d'Ouchy-les-Mines, ville communiste, il y a du trafic de drogue que tous les habitants connaissent. Ils ne veulent pas créer de police municipale et encore moins de police municipale armée. Croyez-moi que nous, notre candidat, il va proposer une police municipale armée et c'est la nécessité partout. Ce sont des maillons qu'il faut faire fonctionner partout ensemble sur le territoire. Si la Cour d'appel de Paris confirme à la fin du premier semestre 2026 l'inéligibilité de Marine Le Pen, cette dernière a prévenu, elle se rangera derrière Jordan Bardella sans attendre l'arrêt de la Cour de cassation. C'était encore inimaginable il y a quelques jours de parler trop explicitement de l'empêchement de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui a changé? Elle se dit que la présidentielle, pour elle, c'est fini, elle l'a intégré?
Non, elle a d'abord un devoir d'honnêteté. Si elle devait aller en cassation, le rendu de la cassation serait tellement proche de l'élection présidentielle que ce serait très compliqué de faire campagne si effectivement elle venait à perdre cette cassation. Donc, Mais ça, elle le savait déjà il y a 3 semaines. Non, mais elle dit les choses aux Français. On sent qu'il y a un tournant psychologique, non, en l'écoutant attentivement. Vous le non, sentez moi je crois que le tournant psychologique, ce sera quand on s'apercevra que Marine Le Pen peut mener la bataille de 2027. Vous y croyez encore? Ah bah oui, j'y crois plus que jamais d'ailleurs, je vais vous dire. Et je pense que Marine Le Pen a des arguments à faire valoir devant le tribunal. Elle est présumée innocente. Elle n'a pas dit son dernier mot, Marine Le Pen, un peu comme la France. On va pas refaire le procès, mais est-ce que le tournant, c'est pas plutôt autre chose? Le fait que depuis la rentrée, plusieurs sondages ne testent même plus la candidature de Marine Le Pen dans la majorité des scénarios, quand ce n'est pas Jordan Bardella qui devance Marine Le Pen. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu à l'évidence? Jordan Bardella est en train d'effacer Marine Le Pen de la photo. Il est en train de détrôner votre plan A. Si je devais, et vous serez une supplémentaire, compter le nombre de fois où Marine Le Pen a été donnée morte et enterrée, je ne serais probablement pas devant vous pour parler d'elle. Marine Le Pen, grosso modo, tous les 6 mois, on la donne morte et enterrée. Elle n'a pas survécu au débat, elle n'a pas survécu aux affaires financières. Oui, mais il y a une Bardella mania chez vos troupes. Elle n'a pas survécu au départ de Philippot. En fait, et puis finalement, elle a toujours survécu à tout. Elle a toujours survécu à tout. Donc on verra bien. La situation n'est pas dans notre main. Mais demain, si Marine Le Pen ne peut pas mener le combat, elle veut que nos idées gagnent et ces idées seront portées par Jordan Bardella si Marine Le Pen est empêchée. Je pense qu'on est transparent. Qui peut être transparent, plus transparent que nous, d'ailleurs, dans les autres partis politiques? Est-ce que Emmanuel Macron nous dit qui lui succédera, qui a ses faveurs pour lui succéder et porter ses idées? Est-ce que les LR savent qui portera leurs idées, si tant est qu'ils en aient encore? Est-ce qu'à gauche, ils savent qui portera leurs idées? Nous, on sait. C'est Marine Le Pen en 2027. Si elle est empêchée par la justice, Jordan Bardella prendra le chemin de cette candidature. Pour en parler en temps voulu. Selon un sondage IFOP, 57% des musulmans âgés de 15 à 24 ans pensent que les lois françaises passent après les règles de l'islam. C'est la une du Figaro. 42% éprouvent de la sympathie pour une mouvance islamiste. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que ça fait partie des marqueurs de l'islamisme qui aujourd'hui, et on l'a dénoncé depuis des années, on nous a caricaturé pendant de nombreuses années. Oui, aujourd'hui, l'islam radical, l'islamisme prend pied dans notre société et dans les générations qui viennent. Ce sont des marqueurs forts, notamment sur le voile, je crois, dans ce sondage, qui ont la sympathie d'une jeunesse dans notre pays. Il faut mener le combat contre l'idéologie islamiste. Le gouvernement s'y refuse. Il ne sait même pas nommer les choses. Sébastien Chenu, en même temps, ce sondage ne va pas du tout dans le sens du grand remplacement que certains de vos soutiens reprennent à leur compte. Au contraire, il ne va pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque désormais d'une suspicion générale à l'encontre des musulmans, le fait de les tenir tous responsables de la radicalisation, alors que la majorité pratique sa foi sans Nous n'utilisons pas le terme de grand remplacement, ni Jordan ni Marine. Nous l'avons déjà dit, donc c'est pas nous ça. Et puis la deuxième chose, vous ne voulez pas jeter la suspicion je vous dis que justement pour éviter ça, car moi je fais la différence, eh bien il faut définir ce qu'est l'idéologie islamiste, la définir ses moyens d'expression, définir ses relais, définir ses soutiens politiques, définir ses financements pour la combattre. Quand vous ne définissez pas un ennemi, vous ne le combattez pas. Regardez le nombre de tweets au moment du 13 novembre qui ont été faits par des macronistes, des députés ou des ministres qui n'arrivent même pas à dire que c'était des attentats islamistes. C'est pas des attentats autre chose, c'est pas des attentats abstraits, ce sont des attentats islamistes. Dire les choses pour mieux les combattre, on n'en est même pas là. Est-ce qu'on va être les derniers? Est-ce que la France va être la dernière à prendre conscience? 8h57 sur France Info, c'est l'heure de la question qui ce matin. La question qui? Souchon sur RTL. Vendredi, le célèbre chanteur dit, c'est une déclaration, je le cite, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Je cite toujours, je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que lui répondez-vous? Non, mais Alain Souchon a tout à fait le droit de dire n'importe quoi. Mais ce que je note, c'est qu'il y a derrière cette forme de mépris que j'ai déjà pointé du doigt, Alain Souchon nous dit si c'était le cas, je partirais en Suisse. Il partirait pas en Seine-Saint-Denis, Alain Souchon. Il est déjà français et suisse, il a déjà la double nationalité. Oui, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, Alain Souchon, il n'irait pas s'établir en Seine-Saint-Denis ou dans un certain nombre de cités ou de villes populaires. Non, il y a un tel mépris, une telle déconnexion. Si.
Ben si, parce qu'en fait, ça veut dire qu'Alain Souchon, d'ailleurs, il y a tel égoïsme. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui pense à lui, à son confort, il est totalement déconnecté d'une certaine forme de réel. Il a le droit de dire tout ça. On sait très bien. Regardez, vous vous souvenez, il s'opposait à l'implantation d'une supérette dans son quartier du 6e arrondissement. Pour ceux qui nous écoutent, c'est Saint-Germain-des-Prés où il réside, parce que évidemment, ça venait salir, défigurer une supérette. C'est aussi un artiste immensément populaire. Sûr. Quels artistes populaires vous soutiennent, vous, ou de quels artistes, de quels chanteurs vous vous sentez proche? Il y a des artistes qui nous soutiennent, ils le font plutôt, j'allais dire en off, ils viennent nous dire des mots sympathiques parce qu'ils savent que la pression est tellement forte dans cet univers, serait tellement forte contre eux qu'ils perdraient un certain nombre de contrats, qu'ils ne peuvent pas le dire. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, ça n'a jamais fait changer, le résultat d'une élection. Donc M. Souchon, ça fait longtemps qu'il est hostile au Rassemblement national, mais je lui conseillerais de ne pas être hostile aux gens qui achètent ses disques et qui parfois, comme moi, sont aussi des électeurs du Rassemblement national. Respecter l'autre, je pensais que ça faisait partie de son logiciel. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci beaucoup Paul. On se retrouve demain. Vous restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Dely. À tout de suite sur France Info.